Bonjour, nous poursuivons avec la deuxième vidéo du chapitre 19. Dans la vidéo précédente, nous avons découvert le mode de commande en boucle ouverte et ses limites. Voyons maintenant en quoi la commande en boucle fermée est différente. Prenons l'exemple de la préparation du popcorn. Avec la commande en boucle ouverte, nous n'avons aucun retour d'information pour savoir si nous avons réellement obtenu le résultat souhaité. Par exemple, si vous calculez qu'il faut 3 minutes et 45 secondes pour faire du popcorn dans votre micro-ondes, vous le laissez sans surveillance après l'avoir démarré. Après exactement 3 minutes et 45 secondes, le micro-ondes s'arrête et le popcorn devrait être prêt. Cependant, tous les sachets de popcorn ne sont pas identiques, ce qui peut faire que certains grains restent non éclatés, tandis que d'autres brûlent. Pour obtenir un popcorn parfait, il est important de surveiller de près le processus d'éclatement. Lorsque la fréquence des éclatements ralentit à environ 2 ou 3 secondes entre chaque pop, il est temps d'éteindre le micro-ondes. Cela garantit que le popcorn est prêt sans aucun grain brûlé. C'est déjà une régulation en boucle fermée, car nous vérifions constamment l'état de préparation du maïs et nous intervenons sur le fonctionnement du micro-ondes en conséquence. Le temps de cuisson dépend du sachet utilisé. Ce n'est pas un temps fixe. Il se peut qu'il soit prêt après 3 minutes et 32 secondes, ou bien qu'il ait été prêt après 4 minutes. La principale différence, c'est que nous ne préparons pas le popcorn de manière précalculée, mais nous vérifions précisément quand il est prêt. Ainsi, on parle de régulation en boucle fermée lorsqu'il y a une rétroaction dans le système. Cela signifie que la valeur de sortie contrôlée est également mesurée et que cette valeur influence le signal d'actionnement. La caractéristique commune des régulateurs est qu'ils forment un signal d'erreur à partir de la consigne et de la rétroaction. La consigne est notée RA, la rétroaction IE, et le signal d'erreur E. La tâche du régulateur est de rendre ce signal d'erreur nul, car alors le signal contrôlé doit être égal à la consigne. Un régulateur de type P multiplie ce signal d'erreur par une constante Kp de sorte que le signal d'actionnement, noté U, est proportionnel au signal d'erreur. Le nom du régulateur reflète cela, car la lettre P provient du mot proportionnel. Cela signifie que plus l'erreur est grande, c'est-à-dire plus le signal de sortie s'écarte de la consigne, plus l'action de commande sera importante. Cependant, il y a une conséquence extrêmement importante. Si l'erreur est nulle, donc si notre système a atteint l'état désiré, alors le signal d'actionnement est également nul. Dans des systèmes idéaux ou sans perte, cela ne poserait pas de problème, mais en réalité, tout comporte des pertes. Les enroulements du moteur ont une résistance. Les roulements du moteur et du réducteur créent des frottements et freinent le moteur. À cause de cela, il faut un certain type de signal d'actionnement pour maintenir le moteur en rotation. Cependant, si le signal d'actionnement n'est pas nul, l'erreur ne peut pas être nulle non plus puisque les deux valeurs sont directement proportionnelles. Cela signifie qu'en théorie, il n'est pas possible d'atteindre exactement la consigne avec le régulateur P. Dans le jargon technique, on dit que le régulateur P règle toujours avec une erreur résiduelle. Notre modèle sera le même que celui utilisé lors du contrôle en boucle ouverte, puisque le moteur et le réducteur n'ont pas été modifiés. La rétroaction sera fournie par un capteur qui dans ce cas sera l'encodeur sur l'arbre du moteur. Il est important de noter que ce capteur ne mesure pas nécessairement le signal de commande directement, mais sous une forme indirecte, donc nous devons modifier le signal du capteur en conséquence. Dans cet exemple, le signal contrôlé est l'arbre du réducteur, et l'encodeur mesure la vitesse de l'arbre du moteur, donc nous devons tenir compte du rapport de réduction. Notre régulateur sera du type P, comme discuté précédemment, qui multiplie le signal d'erreur, c'est-à-dire la différence entre la consigne et le signal de retour, par une constante pour produire le signal d'action. Ce sera un signal PWM qui sera connecté au moteur via le pilote de moteur. Notre boucle de régulation est donc composée de plusieurs éléments. Un contrôleur qui inclut le régulateur P et le signal PWM dans le logiciel du microcontrôleur, ainsi que le pilote de moteur qui amplifie ce signal PWM en fonction de sa tension d'alimentation. Notre procédé, dont le modèle reste inchangé, se compose du moteur à courant continu et du réducteur. La charge inconnue est également présente sur l'arbre du réducteur, ainsi que le capteur mentionné précédemment, qui dans ce cas est l'encodeur. La vitesse du moteur est renvoyée au contrôleur via ce capteur. On pourrait raisonnablement se demander si l'encodeur était également connecté dans le cas de la commande en boucle ouverte, et si la vitesse mesurée était aussi affichée, alors quelle est la différence?
La différence, c'est que nous n'avons utilisé la valeur de l'encodeur à aucun moment dans les calculs de la régulation. Nous l'avons simplement affiché pour nous-mêmes afin de voir comment la régulation fonctionnait. N'hésitez pas à essayer. Déconnectez les 4 fils de l'encodeur et testez le programme de commande précédent. Il fonctionne exactement comme avant, mais vous ne pouvez pas voir la vitesse réelle du moteur et du réducteur. En régulation, la vitesse mesurée par le signal de retour, dans ce cas l'encodeur, est essentielle pour déterminer avec précision la valeur du signal d'actionnement et la caractéristique modifiée. Si l'encodeur était déconnecté ici, le moteur ne fonctionnerait pas du tout comme le signal de référence l'indique. Chargez le projet Lecture 19P contrôlé dans l'environnement de développement logiciel et téléversez votre programme sur la carte de développement. Dans le fichier controller.c, vous trouverez la fonction Run Proportional Controller Itself qui met en œuvre la régulation. Voyons comment cela fonctionne. La valeur refSpeed RPM est transmise à la fonction. C'est notre consigne. La variable OutputSpeed RPM correspond à la vitesse de l'arbre calculé à partir du signal de l'encodeur qui est notre signal de retour. La différence entre ces deux valeurs constitue le signal d'erreur. La sortie du régulateur est le signal d'action, obtenu en multipliant le signal d'erreur par le paramètre du régulateur kprop. Le signal d'action est ensuite envoyé en sortie sous forme de signal PWM au moteur. Utilisez le bouton à droite pour régler la consigne de 0 à 160 RPM et enregistrer la vitesse réelle en RPM. Une vitesse de rotation opposée donnerait des résultats très similaires. Vous remarquerez qu'il existe une différence significative entre la consigne et la vitesse réelle. Nous avons également rencontré un problème similaire avec le contrôle en boucle ouverte, en calibrant les paramètres du moteur pour résoudre ce problème. Faisons donc la même chose ici et voyons ce qui change. Dans le fichier motor.h, remplacez les valeurs d'origine par celles mesurées lors du contrôle. Bien sûr, chacun inscrit ici ses propres valeurs mesurées. Si vous répétez la mesure avec les paramètres corrigés, vous obtenez un résultat intéressant. On peut voir que la situation ne s'est pas améliorée par rapport à la mesure précédente. Ceci est dû au fait que le contrôle de type P n'utilise pas du tout les paramètres du modèle. Alors que dans le cas du contrôle en boucle ouverte, le signal de commande est généré à partir des propriétés du modèle. Dans le cas du contrôle de type P, c'est le signal d'erreur qui détermine le signal de commande. Nous avons vu précédemment que le régulateur P présente toujours une erreur résiduelle et la valeur de cette erreur résiduelle, l'erreur en régime permanent, dépend de la valeur de Kp. Plus Kp est élevé, plus l'erreur résiduelle sera faible, comme on peut facilement le constater en regardant l'équation du régulateur. Cependant, une valeur de Kp plus élevée entraînera une instabilité du régulateur. Imaginez que vous êtes en train de faire de l'équilibre sur une corde. Pour garder votre équilibre, vous avez besoin de mouvements petits et subtils, donc d'un Kp faible. Si nous commençons à osciller avec un élan important, donc avec un Kp élevé, nous allons osciller de plus en plus sur la corde et dans le pire des cas, nous pourrions tomber. La partie P du régulateur a le même effet. Le fichier main.c contient le paramètre pour la valeur de Kp. Modifiez sa valeur de 4 à 20, téléversez le code et définissez un point de consigne arbitraire à l'aide des boutons gauche et droit. On peut voir que le moteur tourne d'avant en arrière, incapable de s'ajuster à la valeur donnée car il est trop puissant, basculant toujours de l'autre côté. Si nous réduisons la valeur de Kp de 4 à 2, nous aurons alors trop d'erreurs résiduelles, ce qui n'est pas souhaitable. Essayons pour voir. Prenez la valeur initialement définie de Kp égale à 4 avec un point de consigne de 40. L'arbre tourne à environ 28 tours par minute, ce qui signifie qu'il manque 12 tours par minute pour qu'il n'y ait plus d'erreurs résiduelles. Changez la valeur de Kp à 2. Voyons maintenant ce qui se passe lorsque nous fixons le point de consigne à 40. Donc maintenant, l'arbre ne tourne qu'à environ 20 tours par minute, ce qui signifie que l'erreur résiduelle a augmenté à 20 tours par minute. La question peut se poser, comment trouver la bonne valeur de Kp? Nous avons 3 options. La première est l'ajustement heuristique, où l'on essaie de le faire par intuition ou de manière aléatoire.
La deuxième option est l'ajustement basé sur le modèle, où l'on utilise le système pour calculer exactement les bons réglages. Et la troisième consiste en un réglage basé sur des règles, en utilisant des formules empiriques et des règles générales. La première méthode n'a pas été prouvée en ingénierie de contrôle. Cependant, si vous avez de nombreuses années d'expérience dans la mise en place de ce type de système, vous pouvez rapidement obtenir un résultat acceptable. Sans pratique, il ne vaut vraiment pas la peine d'essayer cette méthode. L'ajustement basé sur le modèle nécessitera davantage de compétences en mathématiques et en ingénierie de contrôle que vous rencontrerez dans l'enseignement supérieur. Nous allons maintenant présenter la troisième option. Il existe de nombreuses méthodes qui promettent de régler votre régulateur en effectuant des mesures simples, puis en utilisant des formules empiriques et des règles générales. Parmi les exemples, on trouve les méthodes Cohen-Kuhn, Kappa-Tau et Lambda, mais la plus connue est la méthode de Ziegler-Nichols, que nous allons maintenant examiner plus en détail. Une formule empirique est une relation qui ne repose sur aucune théorie ou loi mathématique, physique ou scientifique, mais qui, après de nombreuses expérimentations et analyses de données, s'est avérée fonctionner assez bien en pratique. Les règles empiriques fournissent des estimations approximatives faciles à utiliser pour des problèmes complexes et difficiles à résoudre. Vous rencontrerez de nombreuses formules empiriques et règles pratiques de ce type en ingénierie. Vous avez entendu parler de cette méthode dans le chapitre précédent, nous allons donc simplement résumer brièvement les règles ici. Tout d'abord, réglez votre régulateur en mode P uniquement. Cela ne fait pas beaucoup de différence ici puisque nous utilisons par défaut un régulateur P. Réglez Kp sur une valeur basse où le système est stable, puis augmentez Kp jusqu'à ce que le système commence à osciller. Ensuite, notez cette valeur critique de Kp et mesurez la période d'oscillation. À partir de ces données, utilisez le tableau suivant pour régler les paramètres des régulateurs P, Pi et PID. Téléchargez le programme exemple, lecture 19P, contrôlé à Ziegler-Nichols sur la carte de développement. Ici, nous envoyons un signal carré au moteur. Pendant 1 seconde, la consigne est à 0, puis pendant 3 secondes, à 50 tours par minute. Nous pouvons ajuster la valeur de Kp avec les boutons haut et bas. Augmentez-la jusqu'à ce que nous voyions une oscillation continue sur l'affichage. Benz, s'il te plaît, exécute le code et augmente la valeur de Kp. Vous pouvez voir que le régime moteur commence à osciller. Sa valeur fluctue d'avant en arrière. En d'autres termes, il oscille. Nous cherchons le point où cette oscillation devient constante, ni en diminution ni en augmentation. Ici, on voit encore que l'oscillation s'affaiblit, donc il faut encore augmenter la valeur de Kp. Maintenant que nous avons trouvé ce point, l'oscillation de la vitesse s'est stabilisée, c'est le phénomène que nous devions obtenir. Si nous augmentons encore le Kp, on peut voir que l'amplitude de l'oscillation commence à augmenter, donc nous avons dépassé l'état recherché. Revenons la valeur de Kp à celle où nous observons l'oscillation constante. Dans notre cas, c'était environ 8,1. Il n'est pas nécessaire d'être extrêmement précis sur cette valeur, car la formule empirique que nous allons utiliser pour la calculer ne donnera de toute façon qu'un résultat approximatif, pas le meilleur possible. Nous devons maintenant simplement relever la période de l'oscillation à partir de l'affichage. La façon la plus simple de le faire est de prendre une photo de l'affichage et de compter les pixels. Sur le diagramme, un pixel dans la direction horizontale représente 20 millisecondes et la période est calculée à 14 pixels de large, soit, d'après mon calcul, environ 280 millisecondes. Bien sûr, vous pouvez obtenir des résultats légèrement différents, donc chacun doit effectuer des ajustements supplémentaires en fonction de ses propres résultats. Sur cette base, la valeur critique de t est de 0,28 secondes. Pour le réglage du régulateur P, il faut utiliser la formule de la ligne P du tableau de Ziegler-Nichols où le Kp ajusté s'obtient en multipliant la valeur du Kp critique par 0,45. Cela donne un Kp de 3645. Définissez la valeur de Kp calculée dans le fichier main.c et rechargez le code. Qu'observons-nous? Le moteur maintiendra une vitesse stable au point de consigne de 50 TR-min avec une erreur résiduelle de 18 à 20 TR-min. Et que se passe-t-il en charge? Revenons au projet du cours 19P contrôlé et réglons le paramètre Kp du régulateur à 3,645. La vidéo de gauche montre la condition sans charge et celle de droite, la condition en charge.
On peut voir que si l'on charge le moteur, le signal d'erreur augmente et le signal de commande augmente avec le signal d'erreur. Cela implique que, même si nous n'avons pas mesuré la charge elle-même, le régulateur a détecté que quelque chose bloquait l'arbre et a envoyé un signal plus important au moteur pour compenser. Encore une fois, il est important de noter que l'erreur résiduelle du régulateur P augmente proportionnellement à la charge. Alors que nous arrivons à la fin de cette vidéo, résumons notre expérience avec le régulateur P en boucle fermée. Nous avons vu qu'il n'est pas nécessaire de connaître parfaitement le modèle ou les paramètres du moteur pour que le système fonctionne bien. En fait, nous n'avons utilisé aucun des paramètres du moteur, uniquement et exclusivement le rapport de réduction du réducteur, et seulement parce que notre encodeur n'est pas sur l'arbre de sortie, mais sur le moteur. Nous n'avons pas eu besoin d'utiliser l'équation du moteur non plus. Le seul calcul que nous avons dû effectuer était une opération de multiplication pour régler le contrôleur. Cependant, nous avons besoin d'un capteur pour mesurer le signal contrôlé, dans ce cas, la vitesse de l'arbre du moteur. Sous charge, le contrôleur se comporte mieux que le contrôleur en boucle ouverte, mais il a l'énorme inconvénient que le système n'atteint jamais la valeur requise. Il y a toujours une erreur résiduelle. Ce serait bien si nous pouvions, d'une manière ou d'une autre, éliminer l'erreur résiduelle. Ne vous inquiétez pas, c'est ce que nous verrons dans la prochaine vidéo, alors restez à l'écoute. Au revoir. Au revoir.